Salut ma puce, comment ça va? Coucou ma chérie. Je travaille sur un nouvel article pour mon skiblog. Oh, c'est intéressant. Peux-tu m'en dire plus? Eh bien en fait je souhaite étudier le démantèlement des dynamiques autoréalisatrices de Mario Bros, partie I. Cet article aurait pu s'appeler « Comment une conception interactiviste du rapport spectateur-acteur peut être décryptée à la lecture des penseurs dialectiques, dans une perspective critique de questionnement sur le schéma narratif de l'émancipation structurelle du zone politikon ». Mais j'ai jugé ce titre hélas trop polémique car exploitant trop peu à mon sens le prisme de nos interrogations. Ne nous cachons pas plus longtemps que la mariosphère véhicule et diffuse au sein de la jeunesse un ensemble de stéréotypes idéologènes tronquant leur schéma interprétatif au profit de truismes à valeur heuristique nulle. On peut se pencher sans s'attarder outre mesure sur la structure tangible évidente au premier de ces spectateurs. Il s'agit de repérer les logiques narratives récurrentes dans la saga pour mieux appréhender, partant, les implications idéologisées/invisibles, qui m'alarment au plus haut point. Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Mayo-san, mieux connu sous le nom de Mario, est un plombier transalpin qui, extra comme intradiégétiquement, est à la fois une forme et une figure de l'ascension sociale, répondant à l'illusion d'une société méritocratique, d'abord personnage ou sous-ensemble du jeu, avant d'éclipser le jeu, par sa portée symbolique, l'incarnant. Mario devient l'individu au même titre que le spectateur. Il sauve Princesse Peach, et dans le même mouvement le royaume champignon de l'oppression supposée, la contrainte attendue induisant la contrainte réelle, de Bauer et des autres protagonistes maléfiques. Il se met au service des impératifs éthiques de l'écosystème de la mariosphère, selon le morphème classique des exigences narratives occidentales. Son environnement matriciel génère positivement des artefacts propices à l'accomplissement favorable de sa quête, communément appelé le bonus. Champignon, Cap, Yoshi. Je te demande de t'arrêter. Le biais idéologique est double. D'une part, Mario s'impose comme la figure tutélaire de l'autoréalisation capitaliste, sensible non seulement dans l'ascension sociale, qui est la fin personnelle de Mario, mais surtout dans l'accumulation de ses pièces d'orum, seule à même de régénérer la vitalité perdue du personnage. Dans un tel système, l'accumulation de 100 pièces d'or octroie à Mario une vie. D'autre part, le jeu s'impose ici comme métaphore de l'État-providence, les dix artefacts propices à l'accomplissement favorable de sa quête, étant générés ad infinitum, par son environnement. Le lecteur aura compris que c'est une lecture du jeu, comme avatar social démocratique que je propose. Je reste critique sur cette généreuse cyber-réalité. Elle dissimule mal les problématiques de la dominance tant de genre que de classe. Arrête de me parler, je souhaite me consacrer à des activités utiles. Mario, figure prolétarienne, s'il en est ne représente-t-il pas, en tant qu'élément critique de la société, cette frange récupérable par le système qui, immédiatement, stérilise et désamorce cette critique par le seul fait de sa récupération? On assiste, et on participe au renversement de la dialectique dominant/dominé. Je propose le schéma suivant. Stade 1. Mario est dominé, plombier, italien et moustachu. Stade 2. Par accumulation et victoire, et selon les principes méritocratiques, Mario devient dominant. Stade 3. Plus acteur que spectateur, notre joueur aura finalement dessaisi Mario de son libre arbitre. Il redevient dominé. Tu me saoules. Je t'en supplie, tais-toi. Je m'explique. Je reprends ici à mon compte les observations linguistiques bien connues de Bakhtin, afin de les appliquer aux formes spécifiques de l'univers vidéoludique, tout en les soumettant à la théorie cartésienne du cogito. Un sujet empirique, Mario, ne peut se penser lui-même qu'au travers d'un sujet transcendantal, le spectateur. Aussi, et parce que l'acte et la pensée ne font qu'un dans un art, où le sujet pensant-agissant use de ses facultés sensorimotrices par réaction, il investit le corps symbolique du plombier, annihile toute notion de libre arbitre et prend alors le contrôle du personnage qui, lui-même, s'était saisi d'un univers hostile. Il devient alors, du fait de cette transcendance, maître du monde. Oh là 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 là, mais tu vas fermer ta gueule. Je reviendrai dans un prochain papier sur la mise en fiction de la permanence dans l'environnement qui, paradoxalement, se pense impermanent. Bien à vous, votre ami, la petite Live du 54.